Bon, C'est salut parti. Guillaume. Salut Bienvenue, Olivier, merci. merci de ta proposition en fait, de faire cette interview. En fait, on va faire ça en deux parties. La première va être un peu classique en fait, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser un peu à ta thématique. Et l'autre partie sera un peu plus systémique pour ceux qui connaissent ma chaîne. Une approche un peu plus globale de qui est Guillaume, de ton métier de coach, etc. Ok? Génial, Allez, génial, c'est canon. parti. J'ai trois questions sur l'art oratoire. Quelle était la difficulté ou le problème auquel tu étais confronté par rapport à ta thématique? C'est hyper marrant pour commencer. euh, Ce que tu viens de faire est une belle preuve de l'avancée dans la problématique, dans la question du coaching. C'est que c'est un gros sujet quand on est débutant coach. On a tellement envie d'avoir une question précise que parfois on répète plusieurs fois la question en essayant de la reformuler, etc. Ça m'arrive encore aujourd'hui et c'est beau de voir tout le travail qui se fait. Plus on avance, plus on arrive à une question précise, hop, d'un coup, et on laisse. Voilà comme introduction. Ok. Quelle était ma grosse douleur qui m'a amené à être aujourd'hui formateur en rhétorique et en oratoire? Voilà, c'est Eh ça. bien, cette douleur, c'était celle d'être incapable de parler en public, en société, entre guillemets. Je vais préciser. Il y avait vraiment deux Guillaume. Il y avait Guillaume en famille et Guillaume à l'école, en groupe, enfin voilà, que ce soit les activités sportives, extrascolaires et compagnie. Il y a vraiment deux Guillaume. À la maison, j'étais un petit peu le leader. On est une grosse famille de 5 enfants, 4 garçons et une fille qui est venue longtemps après. Et c'est voilà, c'est moi qui met l'animation, qui fait le clown, qui parle beaucoup, etc. Et à contrario, à l'école, eh ben, je suis coincé, refermé. Dès qu'on m'adresse la parole, je rougis. Je rougissais, en l'occurrence. Là, je parle vraiment spécifiquement des années collège, lycée, jusqu'à prépa. À l'école, ça a commencé à changer. J'ai fait une école de commerce, donc les 2 années de prépa, c'est encore le cas. Et en école de commerce, j'ai commencé à évoluer, et j'expliquerai comment. Mais du coup, la plus grosse douleur, c'était cette incapacité, cette angoisse à l'idée qu'on m'adresse la parole et qu'on me demande de parler en public, qu'on me demande de D'accord. parler, de répondre à une question. Même Donc tu as pris. Ouais, c'est assez tôt que c'est arrivé. Et donc, du coup, quelles sont les actions que tu as mis en place? Finalement, tu as dû les mettre assez tôt, finalement, puisque ça t'est arrivé assez tôt, cette prise de conscience de ça. Et quelles sont les actions que tu as mis en place à ce moment-là? Alors, j'ai pris conscience de ça assez tôt, mais j'ai commencé très tard à mettre des actions en place. D'accord. C'est-à-dire que j'étais tellement englué dans ma torpeur que j'ai commencé à mettre des actions en place quand même assez tard. Il y a eu le lycée qui a été un petit peu une espèce de période un peu bénie, entre guillemets, où j'étais vraiment bien dans ma peau, où j'ai commencé des belles amitiés avec un de mes amis qui est toujours un de mes meilleurs amis, mon plus ancien ami. Euh, donc il y a eu une espèce de respiration, mais au collège et en prépa et école de commerce, voilà, j'étais vraiment dans une espèce de blocage. Je ne parle pas de timidité, même si je l'ai longtemps cru. Encore que, bon, si on veut, je sais, c'est assez complexe la timidité. Plus j'avance, plus je pense que la timidité est une question d'orgueil. C'est-à-dire que j'ai peur du regard des autres, mais j'ai peur du regard qui ne correspond pas à l'image que je voudrais donner de moi. Ah, d'accord. Donc voilà, c'est un peu ce que je me dis aujourd'hui, alors que ce que j'appelle la coïncitude, le fait d'être complètement bloqué, trouve son origine dans des blessures. Et la preuve en est que voilà, il y a vraiment une espèce de schizophrénie entre un Guillaume qui est très à l'aise à la maison, qui fait le mariole et qui est vraiment un peu le bout en train, etc. Et à l'école, un Guillaume complètement fermé sur lui-même, bloqué, incapable voilà, de regarder une fille. Je me souviens très bien, j'étais en 5e, la classe d'anglais avec Madame Perrodin, je me souviens très très bien. J'étais à côté d'une fille, au premier rang, à côté d'une fille qui s'appelait Anne-Laure Simonet. J'étais fou amoureux d'elle pendant au moins les 4 années de collège. Et donc, non seulement j'étais pas capable de rien, mais en plus, j'étais juste à côté. Donc, surtout ne pas bouger, ne rien faire. Sinon, elle va voir que je suis rouge, elle va voir que je dis de la merde. Et du coup, en plus, Madame Perrodin était juste là. Et dès qu'elle me posait une question, bah, j'étais perdu. Enfin, il faut s'imaginer, c'est plus le cas depuis quelques années maintenant, mais je devenais tout rouge.
tout rouge, tout rouge. Ouais. On ne pouvait pas rater ça. Ouais. Je devenais tout rouge, gonflé rouge et à baver les mains moites, etc. Les Donc, c'est caractéristiques un du cercle stress. vicieux, en fait, après. Et c'est un cercle vicieux. Ouais. Et tout le monde le voit, et du coup, tout le monde le sait, etc. Et du coup, je me fais bon. D'accord. Les premières étapes, je ne saurais pas dire précisément quand ça s'est fait, mais c'est quand j'ai entendu, ça s'est fait en école de commerce, dans le long des prépas écoles de commerce. J'étais à Paris, à l'ISG, et j'ai entendu quelqu'un me dire qu'il était possible d'apprendre à prendre la parole en public. J'étais quand même en école de commerce, donc Ok. j'avais quand même réussi à rentrer, donc j'avais réussi à, comment dire, à faire mouche. Bon, après, c'était essentiellement pour des raisons de notes. Hein. Ok. Donc, le jour où tu Mais as su que c'était une science, hein, ou un art, quoi, c'est ça? la première chose. Et la deuxième Ah chose, oui. c'est qu'il était possible de prendre du plaisir. Ah oui, d'accord. Et Plaisir. ça a été pour moi le déclic. D'accord. Ok. Prendre du plaisir en prenant la parole. Ouais, c'est pas mal. Et ça, je me suis dit, ah, eh ben, je vais essayer. Et du coup, j'ai commencé à lever la main, j'ai commencé à respirer, j'ai commencé bah déjà, on faisait en prépa école de commerce, on avait quasiment une fois par semaine à la mode américaine, hein, des devoirs à faire, des présentations à faire et tout. Je me suis dit, et si j'allais chercher du plaisir à faire ça? Ça a pris beaucoup de temps, mais j'ai réussi. Et ensuite, il y a eu le déblocage. Ça a été, je me suis dit, comment je peux m'aider vraiment à changer d'environnement, à changer de manière de faire, etc. Je suis parti 1 an en humanitaire au Vietnam. Et là, ça a été pour moi un retournement. C'est-à-dire que j'ai été complètement, je me suis dit, je peux m'autoriser à être quelqu'un d'autre. Et si je pouvais m'autoriser à être quelqu'un d'autre? Et donc, je suis parti au Vietnam, j'ai été complètement quelqu'un d'autre, quelqu'un de très à l'aise partout. Et quand je suis rentré en France, évidemment, chose qui avait changé. Donc, tu es allé complètement à l'inverse pour progresser. Et c'est marrant de ta question de plaisir. Est-ce que, avant d'intervenir devant pas mal de personnes, ou tu arrives quand même à chercher, enfin, tu te forces à avoir du plaisir ou parce que tu as quand même le vrai stress de parler en public, enfin, ou les premières secondes, par exemple. Est-ce que Il le y a plaisir. toujours du stress. Il y a D'accord. toujours du stress. L'idée, et ça c'est ce que je propose notamment en formation, c'est comment transformer avec des techniques, de la mécanique, transformer le stress en trac. Le stress me rend incapable, le trac me stimule. D'accord. Et là, il y a des techniques très simples, notamment celle de la respiration, et Ouais. du focus, de l'ancrage, de la visualisation, etc. Et juste avant de prendre la parole, et c'est de savoir, de me souvenir de toutes les fois où j'ai pris la parole et où j'ai eu du plaisir et où le public a eu du plaisir. Ok. Et le fait de se remémorer ça, eh ben, j'ai l'ancrage en moi, je le sais et mon Ok. corps le sait. Donc, c'est vraiment un travail de visualisation. Hein, je me prépare à ça, je me remets dans cette émotion-là. Ça ne veut pas dire que le trac n'est pas parfois, Ok. rien que pour prendre l'exemple, samedi dernier, je passais une certification de coaching professionnel à l'école des psychologues praticiens. Euh, il se trouve que j'ai raté cette certification l'année dernière parce que ce que je proposais dans le mémoire et dans l'oral était beaucoup trop axé accompagnement psychothérapeutique, ce qui est bien, mais ce n'est pas ce qu'on vous demande. D'accord. Ok. Donc, j'ai raté ma certif et j'ai dû refaire et un mémoire et repasser l'oral que j'ai passé à cause du Covid. Au lieu de le passer en juin, on l'a passé en septembre. Et j'ai non seulement eu ma certification, mais pour la première fois de mon existence, j'ai eu les félicitations du jury. Et Ah ça, pour oui. moi, ça venait couronner une année de travail acharné. D'accord. Et ça ne m'a pas empêché, juste avant de passer, parce qu'il y a quand même de gros enjeux, de vraiment regoûter à quelque chose d'un stress important. Ok, d'accord. Ouais, Voilà. ouais, je comprends. Et avec toutes les techniques que je transmets et que je commence à maîtriser, et ben évidemment, pouvoir canaliser, de pouvoir diminuer le stress. Ok, super. Et donc, du coup, bah, en fait, la conclusion par rapport à ça, c'est quels ont été les bénéfices? Alors, ils sont peut-être évidents, mais quel est, ou peut-être le principal bénéfice de tout ça? C'est-à-dire, maintenant, ou alors, oui. Ah, j'ai posé trop de questions là. Vas-y. Je Le peux me répondre. bénéfice, c'est que prendre la parole en public, c'est quasiment tous les jours, pour Ouais, quasiment tout le monde. Alors, ouais. je caricature, mais en fait, prendre la parole, c'est une nécessité quasi quotidienne, ne serait-ce qu'auprès de ses amis, ne serait-ce qu'auprès de ses collègues. Tout le monde n'est pas appelé et tout le monde n'a pas l'occasion de parler face à un public nombreux, que ce soit en conférence, que ce soit en réunion, avec voilà, une posture particulière de direction, de management, etc.
mais tout le monde est appelé à prendre la parole. Donc, le fait d'avoir travaillé, et je peux dire à ton auditoire que j'ai beaucoup travaillé. Et là, j'ai utilisé les notions rapidement, la question du plaisir en particulier. Mais c'est essentiellement la question de la posture, du regard, le souffle, la voix, enfin, toutes des techniques qui sont Le chant transmises. aussi, du coup? Le chant aide, évidemment. Ok. Le chant aide. Ça, c'est un des moyens, effectivement, pour déployer sa voix, pour travailler ses médiums, pour travailler la maîtrise de la tonalité et la maîtrise de la prosodie, du volume, etc. Bien sûr. Bien Ok, sûr. super. Bon, voilà, ça c'était un peu les questions classiques que tout le monde Génial. t'a posées. On va aller sur celles qui sont un peu plus sympas, quoi. Non, mais voilà, Allons-y, go. go. Allez. Donc déjà, est-ce que tu peux me citer 3 livres qui t'ont le plus inspiré dans tout ton parcours, Spécifiquement sur l'art oratoire en général. en général? En général. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est Cyrano de Bergerac, Ok. d'Edmond Rostand. C'est mon livre de chevet, c'est un de mes livres de chevet que j'ai lu. Très Je ne proche sais de pas l'art combien de oratoire quand fois. même. C'est pas très loin de l'art oratoire. C'est pas Ouais. par hasard que Deuxième? l'auteur, c'est Cyrano de Bergerac. Ouais, pardon. Ouais, ouais. Le deuxième, qui m'a énormément marqué, je ne peux pas ne pas citer la Bible, D'accord. parce que c'est un ouvrage, la Bible, qui, comme son nom l'indique, est le livre, mais qui est avant tout une bibliothèque de nombreux livres, parce qu'on y trouve, j'y trouve en tout cas, le génie de l'incarnation de l'esprit, quoi. C'est-à-dire, enfin, sans faire tout un catéchisme, hein, mais c'est pour moi un livre d'inspiration, un livre profondément incarné qui dit l'histoire de l'âme humaine, avant même l'histoire des hommes, l'histoire du peuple élu et ensuite des chrétiens, etc. Ça parle de l'âme humaine, de tout le trajet de l'histoire de l'âme humaine. Et le troisième livre, excellente question, me vient spontanément L'été de Camus. Camus, L'été, qui est un livre de description de paysages de l'Algérie dans les années, les années 30, peut-être les années 30. Et c'est juste extraordinaire, c'est-à-dire que je relis régulièrement aussi ce livre. Ok. Ça me permet de lire, je touche le soleil, enfin je me laisse toucher par le soleil, je sens le sable chaud. Quel achat de moins de 100 euros a eu le plus d'impact dans ta vie? Génial comme question. Quel achat de moins de 100 euros a le plus d'impact dans ma vie? Une question complètement géniale. Faut bosser là pour trouver. Ah bah, faut bosser. Voilà, je te fais bosser un peu. C'est un livre, Ok. évidemment, faut trouver lequel. Parce que je ne sais pas si ça se voit d'ici, mais j'ai une petite bibliothèque derrière. Bon, c'est pas que mes livres, c'est ceux de ma femme maintenant, pour partie. Mais j'ai encore récemment donné 300 ouvrages à un de mes amis qui est membre d'une communauté religieuse. C'est plein de livres que j'avais quand j'étais beaucoup plus concentré sur les questions théologiques et spirituelles. Maintenant, je suis plus sur les questions philosophiques et psychologiques. Ok. Donc, je lui ai offert 300 ouvrages. Mais genre, il doit en rester encore à peu près 1500 ici, en philosophie, psychologie et littérature et théâtre. Je pense que c'est un livre. Et je pense que c'est Thomas d'Aquin, le philosophe Thomas d'Aquin, D'accord. philosophe du XIIIe siècle. Le De Deo Uno, donc c'est le premier livre, les 3 premiers livres de la somme de théologie de saint Thomas, qui sont pour moi, qui me marquent encore aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut parler c'est un livre qui parle des voies de connaissance de l'existence de Dieu. Est-il possible de connaître l'existence de Dieu? D'accord. Donc un livre de philosophie. Ok. De philosophie et de théologie, oui, les deux sont imbriqués chez les Thomas. Ok. Une question par rapport à ton parcours. Est-ce que tu as un échec apparent à première vue et qui s'est un peu transformé finalement en réussite avec le recul que tu as eu ensuite? Je reformule. Est-ce que tu as un échec apparent qui s'est transformé en réussite après, soit avec le recul, soit avec les conditions qui ont changé ou les circonstances? Ah bah, ce qui me vient spontanément, j'en ai déjà parlé, c'est l'échec l'année dernière, l'échec de ma certification de coaching. D'accord. Qui a été pour moi le plus gros échec de ma vie. Le plus gros, le plus douloureux échec de ma vie.
J'ai eu d'autres gros échecs, comme celui de… Pendant des années, je pensais être appelé à être prêtre. Ah oui. Donc, c'est un truc très, très particulier. Hein. Donc, j'ai fait 3 ans et demi de communauté religieuse pour discerner, savoir si c'était bien ça et tout ça. Et je suis parti. Mais en fait, pendant toute ma vie, j'ai pensé que j'étais appelé à ça. Donc, D'accord. je me sentais vraiment appelé à enseigner, à transmettre, en particulier la philosophie, dans un cadre religieux. Ouais. Mais finalement, je me suis bien remis de ça, parce que c'était pas ça. Par contre, le fait d'avoir raté ma certification de coaching, alors que ça fait 25 ans que je discerne pourquoi je suis fait, quel est le sens de ma vie, hein, et que ça fait 2 ans que je suis certain que c'est ça, le coaching, et que là, je me prends une rouste monumentale, et j'ai compris pourquoi. Et ça m'a permis, donc 1 an plus tard, enfin déjà grâce à ça, ma femme peut en témoigner, hein, ça a vraiment changé quelque chose. Bref, en gros, c'était l'occasion de changer de vie, de faire D'accord. tout ce que j'avais jamais osé faire jusqu'à présent, me mettre au sport, à la muscu, Ça, me tout ça, c'était après ton remplir. échec du coaching. Exactement, Ah oui. Ok. tu Ah, vois. Et du coup, dans le jury, d'ailleurs, c'est hyper drôle, dans le jury, c'était le même jury que l'année d'avant. Et une des profs de l'école m'a dit, à la fin, il m'avait donné la certif avec les pélos. Et la prof, une des profs dit, mais vous avez changé physiquement aussi, non? Je vous sens plus, je sais pas, plus. C'était hyper touchant. Plus à l'aise. Non, c'était hyper drôle. Ah, super, bravo. Bravo, bravo. Ouais. Ok. Une question assez marrante aussi. Si tu aurais un panneau gigantesque et le monde entier peut le voir, quel message tu marquerais dessus? On a toujours raison de croire à l'amour. On a toujours raison de croire à l'amour. Ça, Je c'est note. notre leitmotiv. Notre leitmotiv avec mon épouse. On a toujours raison de croire à l'amour. C'est une citation, ça, ou tu sais pas d'où elle Oui, vient? du père François Potet. François Potet, qui est un prêtre de Paris, qui est mon père spirituel depuis une quinzaine d'années, qui est aussi le prêtre qui nous a mariés. Et pour nous, c'est un leitmotiv et c'est une vocation. C'est-à-dire que D'accord. dans cette phrase-là, il y a tout. On a toujours raison. Donc, il y Ah a oui. l'aspect raisonnable, rationnel, Ouais. de croire, l'aspect confiance et foi, Ah oui, et à ok. l'amour, qui est l'essentiel de la vie. D'accord. C'est jamais, en fait, voilà, c'est jamais vain de croire à l'amour, quoi, c'est ça. C'est jamais vain de croire à l'amour. Jamais, jamais. Ok. On a Bravo. toujours raison. Ok, bah, bravo. Le C'est meilleur investissement que j'ai fait, dans ta vie, voilà, en temps, en argent, en énergie, en tout ce que tu veux. le meilleur investissement que j'ai pu faire, c'est une session de psychothérapie avec une femme qui s'appelle Maggie Mechino. J'en suis à la 6e session ou 7e session, je ne sais même plus. C'est des investissements temps, énergie, argent, Elle même s'appelle comment, si tu dis? en soi l'argent. Elle s'appelle Maggie Mechino. Elle a créé un organisme qui s'appelle Soteria Formation, Soteria S-O-T-E-R-I-A, formation, et c'est une approche psychosomatique. C'est-à-dire on va travailler d'un point de vue psychothérapeutique, mais au travers du corps. Et ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie radicalement. C'est considéré comme une psychothérapie, alors, c'est ça? Absolument. Ouais, Ok. ouais. Ouais. Ouais, ouais. C'est un des courants qui vient du Québec, qui passe par le corps. C'est-à-dire qu'on va aller, comme le corps, on le sait, Lise Bourbeau, qui est assez connu maintenant, le corps ne ment jamais. Oui. Le corps engramme toutes nos blessures et tous nos traumas et tout ce qu'on ne dit pas, tout ce qu'on ne traverse pas, du coup, et ça se transforme en maladie, ça se transforme en tox, etc. La Et l'idée, psychosomatisation. exactement, la Ouais. psychosomatisation, et l'idée, c'est d'aller se reconfronter à nos blessures, de rentrer dedans pour pouvoir en sortir. Et c'est un chemin C'est de exactement ton résurrection. travail dans le massage russe auquel je t'invite encore, hein. Merci beaucoup, Olivier, je viendrai avec Clémence. Est-ce que tu as une habitude, un rituel insolite ou voilà, un petit truc qui te caractérise? Oui, alors je le confesse, je suis un sale type pour ça, mais j'ai mon rituel de 15 heures, je bois une canette de Red Bull. Ah ouais? Ok. Ça, c'est mon péché mignon. Je sais que c'est pas bon, je sais que, etc. J'ai réussi à m'en sevrer pendant le confinement. D'accord. On a fait un jeûne avec mon épouse, un jeûne de 3 jours, mais avec 2 semaines de préparation et 2 semaines de Ouais, récupération. Et super. j'ai arrêté le Red Bull pendant 6 semaines et j'ai repris, voilà, une fois enfin, pendant la semaine. Hein, le week-end, j'en prends pas.
Mais voilà, c'est mon petit rituel parce que ça me booste. J'aime beaucoup ce goût. C'est bon, bref. Ton petit péché mignon. Ok, très bien. C'est mon petit péché mignon, absolument. Ok, Tu vois, super. j'ai même une boîte. J'ai même une petite boîte Ah oui, Red Bull carrément. où je Toujours à m'amuse à faire l'esprit. dedans. Un nouveau comportement qui a le plus changé ta vie. Le yoga le matin. Le yoga le matin, 10 minutes. Alors, je dis pas que c'est pas systématique. Ouais, C'est des minutes à reprendre. Mais c'est 10 minutes incompressibles. Quoi qu'il arrive, c'est 10 minutes. Sinon, c'est 20 minutes, une demi-heure, parfois même plus. super. Mais c'est incompressible. Donc c'est un petit rituel du matin, quoi. Exactement, petit rituel du Ok. matin. Ouais. Et en général, alors je le fais pas forcément, c'est soit l'un soit l'autre, parfois rien du tout. C'est comme ça la vie. Et sinon, c'est 10 minutes de méditation de pleine conscience et 10 minutes de yoga. Ah oui, 10 minutes. Ah oui, ça te fait 20 minutes, quoi. Ok, Ça fait 20 minutes. Ouais. bravo. C'est dans l'idéal, ça veut pas dire que j'y arrive. Ouais, ouais, ok. Un conseil que tu donnerais à un étudiant donc, qui vient de terminer ses études et qui se lance dans la vie professionnelle. Excellente question. Le sujet de l'orientation, moi, a été un énorme sujet. C'est pour ça que j'accompagne les clients maintenant dans cette question-là. Le conseil que je lui donnerais, c'est d'aller chercher ce qui lui fait le plus vibrer. Chercher le métier, enfin, ou le domaine, ce qui spontanément le fait le plus vibrer. Le plus vibrer. Ok. Toujours cette recherche en fait de plaisir pour avancer, quoi. Alors, c'est pas tant, je t'ai récupéré, c'est Ouais, pas merci. tant cette notion de plaisir, c'est pas tant cette notion de plaisir, pour moi, les conséquences de ça, que la question du sens. Ah, du sens. Ok, vibrer par rapport au C'est-à-dire que sens. le plus important, ce qui est premier pour moi, voilà, ce qui est premier, le plaisir sera conséquence D'accord. de cette quête de sens. C'est très aristotélicien ce que je dis. Hein. Aristote a développé ça. La vertu trouve son accomplissement dans le plaisir. Et le plaisir voilà, a sa raison d'être dans l'accomplissement de la vertu. Le plaisir est une conséquence de la vertu. Ok. Oui, Euh, selon Aristote. Ouais. ok. On revient un peu dans ton art oratoire. Quel serait le plus mauvais conseil dans ton domaine? Un conseil que les gens disent ou que les gens qui ne connaissent pas ont tendance à donner. Et en fait, c'est le plus mauvais conseil dans ton domaine. Selon moi, évidemment. Hein. Improviser. Ah, Improviser sans, ah ouais. sans préparer, je précise. Hein. Ouais. Je précise. Improviser sans préparer. Parce qu'improviser, c'est ce à quoi je forme en perfectionnement en tout cas, mes clients. D'accord. Mais L'art oratoire, improviser, la quintessence de leur oratoire, et ça je suis en ceci disciple de Marc Bonan, maître Marc Bonan, qui est pour moi le plus grand orateur francophone, euh, c'est d'arriver à écouter sa motion intérieure alors qu'on est face au public. C'est-à-dire qu'on a tellement maîtrisé le sujet, mais ça veut dire qu'en amont, on l'a bossé le sujet. énormément. Ouais, ouais. Voilà, énormément. Lui, il a 75 ou 80 piges, donc on lui met n'importe quel sujet, il a tellement, il fait des interventions oratoires, il en fait je ne sais pas combien d'heures par semaine, si tu veux. Donc le mec, tu peux lui balancer n'importe quel sujet, il va prendre 3 minutes sur une feuille de papier. Le plus mauvais conseil qu'on puisse donner à quelqu'un en prise de parole, c'est allez-y, improvisez. En exercice, oui, mais pas Pas sur le pas terrain. directement, non, sûrement pas, sûrement pas. Ok. Une question assez sympa aussi. Avec ton expérience, à quoi dis-tu non avec plus de facilité qu'avant? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a encore énormément de choses auxquelles je ne dis pas non, par exemple le Red Bull. Bah ouais. Euh, Beaucoup de choses. Les invitations à dîner, par exemple, euh, je dis beaucoup plus facilement non. Les invitations en famille aussi, ce qui est pas facile. Bah non. Alors en apparence, ça peut être très égocentrique, narcissique, tout ce qu'on veut. Non,
j'écoute ce dont j'ai besoin et en fonction de mon objectif que je me suis donné. Ouais. Si je sors ce soir et d'autre part, on peut pas être ami avec tout le monde. C'est terrible, mais plus on avance, moi, ce qui est le cas, c'est que là, mon business commence à prendre une dimension que j'attendais depuis longtemps d'ailleurs, une Bravo. dimension déjà un peu plus importante. Merci beaucoup. Et c'est du boulot, Ah, Prendre une dimension un peu plus importante. Et puis, c'est que le début. Enfin, moi, c'est mon désir, c'est que le début. Et donc, plus je vais avancer, plus je vais tailler dans l'art en disant, en fait, je ne suis pas disponible. Je ne suis pas disponible. Voilà, tout simplement. Et c'est beaucoup plus facile qu'avant. Bravo. T'es déboussolé, débordé, une espèce de perte de priorité. Qu'est-ce que tu fais? J'arrête tout, je regarde dehors. Je m'assieds dans mon fauteuil rouge qui est derrière et Ouais. je regarde dehors. Dehors, la nature? Dehors, en tout cas, si je suis chez moi, je regarde dehors par la fenêtre à Asnières-sur-Seine, là où j'habite. Si, si je suis, je sais pas où, je m'arrête dans un parc, je regarde des arbres. Je serre dans les bras un arbre, ça je fais beaucoup. Je fais beaucoup de physiothérapie. Je sais pas si tu connais ou si Bah, si, de nom, ouais, bien sûr. ouais, j'adore ça. Je sais pas d'où ça me vient, mais j'embrasse les arbres, mais pas seulement avec les bras au sens étymologique embrasser, mais je fais des bisous aux arbres. Voilà. Je pense que c'est ce qui me vient par la tête en tout cas. Bah, du coup, ouais, on arrive à la fin là. Excellent. On arrive. Bon, après, donc, il reste 3 petites questions Ouais. pour terminer. Du coup, un livre sur l'art oratoire maintenant. Un livre sur l'art oratoire. Excellente question. La parole est un sport de combat de maître Bertrand Perrier. Ouais. Oui. Ok. Un livre. Sinon, art oratoire, attention, distinction art oratoire, rhétorique. Art oratoire, c'est l'art de parler et de convaincre, pour être plus précis d'ailleurs, l'art de convaincre par la parole. Et la rhétorique, c'est l'art de construire le discours. D'accord. Et donc, la parole est un art de combat, ça c'est en art oratoire. Oui, c'est art oratoire, ouais. Mais on fait c'est un briquet, hein, c'est un briquet évidemment. Et en rhétorique, alors du coup, parce que moi ça m'intéresse. Introduction à la rhétorique de Reboul, je crois, de mémoire. Olivier Reboul, j'ai ça en tête. Il est juste là, attends, je vais chercher. Je suis en train de le potasser là. Ok. Attends, je vais me mettre en. Zoom. Ok. Non, non, mais très bien. Tu vois, en Ouais, je miroir, vois. voilà. Je commence à maîtriser Zoom. Ok. Super. Bah, tu as peut-être déjà répondu en fait, mais une citation qui t'inspire. Vous en trouvez une autre? La vraie patrie des hommes, c'est leur désir. Ah oui, ça c'est bravo, bravo, ouais. La vraie patrie des hommes, c'est leur désir. Ouais. Léon Blois, écrivain du XXe. Je travaille beaucoup, on n'en a pas parlé là, mais je travaille beaucoup, effectivement, c'est mon troisième métier, l'art oratoire, le coaching professionnel et l'accompagnement des hommes. Ok, super. Voilà. Et puis du coup, ben, on arrive à la dernière question. Que dirais-tu à Guillaume quand tu avais 20 ans? Je lui dirais, mec, franchement, tu vas avoir une vie de dingue. Tu vas avoir une vie de dingue. Et franchement, une vie de mal. On se dit ça tous les jours, plusieurs fois par jour avec ma femme. On se dit depuis 1 an, on se dit tous les jours, on a une vie de dingue. On a une vie de dingue. Et plus on se dit qu'on a une vie de dingue, plus on se rend compte qu'on a une vie de dingue, plus on est rempli de gratitude et plus on fait en sorte d'avoir une vie de dingue. Donc, je vous invite, autant le petit Guillaume quand il avait 20 ans, que tous ceux qui nous regarderont, franchement, dites-vous, enfin déjà, travaillez à faire en sorte d'avoir une vie de dingue, et plus vous travaillerez à avoir une vie de dingue, plus vous vous rendrez compte que vous pouvez avoir une vie de dingue, et plus vous pourrez vous dire… Tout est créé par les pensées qui viennent des actions et qui viennent de la réalité. Ouais, pensée et parole. Pour moi, c'est très important. C'est ma devise, c'est libérer votre verbe. Le verbe qui est la parole, l'expression publique, mais qui était aussi l'identité créatrice profonde de la personne. Bon, ben, bravo. Une petite conclusion. Petite conclusion, franchement, on n'a qu'une vie, qu'elle devienne une vie de dingue, quoi. Bosser pour avoir cette vie de dingue. Et si vous ne savez pas comment faire, venez me voir.
Ok. Bon, de toute façon, je mettrai tes liens en description et voilà. Yes. Est-ce que moi, je peux te poser des questions aussi ou pas? Ah bah, allez, vas-y, si tu veux, très Des bien. petites questions, les Allez. petites questions de coaching que j'aime bien faire à la Ok, fin. comme ça, ouais. Première question. Première question, qu'est-ce que tu ressens là présentement? Hop, sonde. Là, c'est mon premier interview, donc je suis un peu une petite gêne Ouais. et du plaisir aussi de t'avoir posé ces questions et d'être arrivé au bout de l'entretien. Voilà, les deux. La deuxième question, quel était pour toi le moment sommet de ces 40 minutes? Euh, Attends, je t'allais ou pas? Ouais, moi je suis là. Hein. Ouais, bah, le moment sommet, tu vois, du coup, j'ai noté, c'est ta phrase, où est-ce qu'elle est? Et on a toujours raison de croire à l'amour. Génial. Qu'est-ce que tu penses avoir appris? Qu'est-ce que je pense avoir appris? Euh, Bah déjà, ta remarque au tout début sur ma façon de poser des questions. Ouais, Voilà, juste d'être plus ok. focus. Moi, ma question, elle est notée, je la donne et puis je brode pas autour, quoi. Je pense que c'est ça. Gros sujet. Hein. Je te rassure, c'est un gros sujet. Ça prend des années à préciser. Et dernière question, à quoi ça t'invite tout ça? Euh, Plusieurs choses. Bah, déjà, faire d'autres interviews, je trouve ça vraiment hyper sympa. Ça m'invite à lire. J'irais bien acheter les deux bouquins de rhétorique là, et d'art oratoire à taffer, parce que comme tu dis, Génial. comme tu dis, c'est vraiment tous les jours. Et voilà, c'est tous les jours avec tout le monde. Et donc, en fait, on est obligé. Quoi, voilà. Moi j'apprends un peu aux gens à respirer, parce que je leur dis que dans chaque action, il faut qu'ils respirent. Mais repasser, tu peux déjà bien respirer en repassant, en faisant la vaisselle. Quoi. Voilà. Et en fait, l'art oratoire, bah, c'est pareil. C'est tous les jours, tout le temps. Absolument. Voilà. Génial. Bon, tu Super. vois, ces 4 questions, je les pose systématiquement à la fin des coachings, en ce moment en tout cas. Et Ouais, j'y vois beaucoup de profit et les clients aussi. super. Eh bien, merci Voilà. beaucoup. Merci Olivier, bravo et super pour cette première interview. Eh bien, à bientôt. Merci Allez, à toi. Salut Olivier. salut Guillaume. Bye bye. Ciao.